Aujourd'hui, nous sommes le 6 août, c'est un anniversaire tragique et mondialement connu, celui de la bombe d'Hiroshima. Donc c'était en 1945 et pas en 1944, voilà. Comme j'ai dit par erreur. Donc c'est le 74e anniversaire, voilà, triste anniversaire, Frédéric, de cette bombe. Mais surtout, il y a des choses qui se passent aujourd'hui, je vais vous en parler tout à l'heure. Je commence effectivement par vous rappeler le 6 août 1945. Contrairement à l'Allemagne, à l'époque, le Japon, la dictature japonaise n'a pas encore capitulé à ce moment-là. Ouais. Et donc le 6 août 1945, Hiroshima, qui est un important port et centre militaire au sud du Japon, reçoit la première bombe atomique de l'histoire. En fait, la deuxième, parce qu'il y a déjà eu une bombe expérimentale en grand secret dans le désert américain le 16 juillet. Donc, au Japon, quelques jours après Hiroshima, que voici détruite le 6 août, ça sera le tour, vous savez, le 9 août, de la bombe de Nagasaki, qui est un autre port très important du sud du Japon. Voici la deuxième bombe. Donc, l'arme est utilisée vraiment quelques semaines après sa mise au point. Je vous disais, juillet pour la bombe expérimentale. Il y avait eu une course, notamment avec les nazis, pour qui maîtriserait en premier la bombe atomique. Heureusement que ça n'a pas été les nazis. À Hiroshima et Nagasaki, on estime qu'il y aura entre 100 000 et 250 000 morts, sans compter les blessés, ce qui est inédit pour seulement 2 engins explosifs. Il aurait fallu jusque-là des bombardements avec des centaines de bombes. Ouais. Alors, l'effet, c'est que le Japon va capituler, alors qu'il s'y refusait jusqu'à présent. Ce qui permet aux Américains de dire, bon, c'est vrai qu'il y a eu 250 000 morts, mais ça a permis d'arrêter la guerre et d'arrêter le massacre. Et si on avait dû envahir le Japon, il y aurait eu des millions de morts. Ça leur a permis aussi de dire à Staline, attention, ne va pas envahir l'Europe de l'Ouest, parce que désormais, nous avons une arme que toi, tu n'as pas, ce qu'il aurait très bien pu faire, puisque lui était présent en Europe de l'Est. Ensuite, les Russes auront la bombe en 1949, puis ça sera le Royaume-Uni, nous, la France, et puis la Chine et d'autres. Et donc, il va y avoir, à partir de ce moment-là, on va dire quoi, une grande peur dans le monde, celle de l'apocalypse atomique ? Oui, parce que ce qui vient de changer, c'est que pour la première fois dans l'histoire, les pays sont capables de se détruire totalement l'un l'autre. Et à chaque fois qu'il y aura une crise d'ampleur, par exemple en 1962, entre les Russes et les Américains autour de la question de Cuba, on se demande s'ils ne vont pas s'envoyer des centaines de bombes atomiques. On était très proches. Les uns les autres, ça a été très proche, effectivement. C'est pourquoi il va heureusement y avoir des accords de désarmement nucléaire assez vite. D'abord dans les années 70, entre Brejnev, le soviétique, et puis les présidents américains successifs. Alors ce sera Carter, puis Gerald Ford, Nixon d'abord, puis Gerald Ford, puis Jimmy Carter ensuite. Ces traités limitent notamment les missiles, puisque à Hiroshima, c'est un avion qui largue une bombe, mais ensuite il y aura les missiles qui peuvent être chargés de têtes nucléaires. Mais comme les missiles ne sont pas complètement interdits, regardez, dans les années 80, il y aura ce qu'on appelle la crise des euromissiles. Des manifestations en Europe contre le fait que les Russes installent en Europe de l'Est des missiles. Donc les Américains, évidemment, font la même chose en Europe de l'Ouest. Et finalement, cette fois-ci, ce sera non plus Brejnev, mais Gorbatchev et Reagan qui vont arrêter ce jeu idiot et vont faire des nouveaux accords de désarmement qu'on appelle FNI, parce qu'ils sont contre les forces nucléaires à portée intermédiaire, FNI. Traité qui était valable jusqu'à aujourd'hui, en fait jusqu'à vendredi dernier. Et c'est là qu'on arrive à un problème très actuel, parce que vendredi dernier, ce traité vient d'être dénoncé. Et oui, pourquoi ? Parce que normalement, les différents traités reconnaissent comme puissance atomique les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et la Chine. On sait par ailleurs que l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord ont la bombe, et probablement aussi Israël. Mais c'est surtout entre les Russes et les Américains que l'essentiel de l'arsenal est réparti. Regardez, vraiment les chiffres sont très nets. Si vous additionnez les têtes nucléaires que possèdent les Américains et les Russes, ça fait 12 fois plus que tous les autres pays. Ce tableau, il fait excessivement peur. Quand on regarde la partie droite... C'est ça, ils ont 12 fois plus que tous les autres pays qui ont des armements nucléaires réunis. Et ce qui se passe, c'est que les Américains accusent les Russes d'enfreindre les traités, d'avoir des missiles qui normalement sont interdits. Ouais. Les Russes disent « oui, mais bon, les Chinois, en même temps, les Chinois n'ont jamais respecté ces traités du tout, donc il n'y a pas de raison ». Et on en est là, c'est pas une lubie de Trump, c'est-à-dire que dès Obama, les Américains commençaient à tiquer, et les services français confirment d'ailleurs que ce n'est pas une lubie, c'est pas comme le coup des armes de destruction massive dans certains pays, ce qui fait qu'on se retrouve actuellement avec une période plutôt de dénonciation des traités et non plus de limitation des armements nucléaires. Et donc, on va voir comment ça va se passer ces prochaines années. Peut-être qu'on va retrouver la situation de terreur des années 50-60. Des guerres froides, de la guerre froide. Ça fait peur. Merci. Pardon, je suis désolé. Non, j'espère que vous avez un gros moral chez vous, parce que là, mais bon, en même temps, c'est la réalité. C'est l'actualité, c'est vendredi dernier. Exactement. Merci beaucoup, Frédéric.